Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une figure assez incroyable, Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso entre 83 et 87. On l'appelle souvent le Che Guevara africain. Oui, bonjour. Et c'est vrai que c'est une figure marquante. Il faut imaginer en seulement 4 ans, il a vraiment bousculé les choses. Il a changé le nom du pays, la Haute-Volta est devenu le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est ça, hommes intègres. Et ces changements étaient radicaux, rapides. Extrêmement rapide, oui. Une période très courte, mais d'une intensité folle. Ça a laissé une trace énorme. Alors, pour resituer un peu, son parcours, c'est d'abord une formation militaire, c'est bien ça, et puis un séjour clé à Madagascar où il s'imprègne d'idées marxistes. Exactement. Et tout ça mène à la prise de pouvoir en 1983. Un coup d'État, il faut le dire, mené avec Blaise Compaoré, qui était alors son ami très proche. Sankara n'avait que 33 ans. Très jeune, oui. Et son idéologie, c'était quoi exactement? On parle de marxisme, mais pas seulement. Non, c'était plus complexe. Il y avait bien sûr le marxisme-léninisme comme cadre, disons, pour l'État, l'économie, mais aussi, et c'est fondamental, un très fort panafricanisme, l'idée d'unité africaine, de souveraineté, et puis un anti-impérialisme vraiment viscéral. Inspiré par d'autres figures. Oui, il regardait beaucoup vers Cuba, Castro, Che Guevara bien sûr, mais aussi les pères des indépendances africaines comme Nkrumah. Et ce qui est frappant, c'est comment il a mis ça en pratique de façon très directe. Je pense à la lutte contre la corruption, par exemple. Ah oui, tout à fait. Il a vraiment voulu donner l'exemple. Son salaire, il l'a réduit à 450 $ par mois, je crois. Incroyable pour un chef d'État. Oui, et il a refusé la climatisation dans son bureau, disant qu'il ne pouvait pas l'avoir si peu de Burkinabés y avaient accès Il a vendu les Mercedes du gouvernement, pour acheter des Renault 5. la voiture la plus simple à l'époque. Voilà, c'était un message très fort, une façon de vivre l'intégrité qu'il prêchait, de refuser les symboles, disons, du pouvoir hérité ou néocolonial. Et sur le plan social, il y a aussi des choses très fortes, notamment pour les droits des femmes. Oui, alors ça c'est vraiment remarquable pour l'époque. Il a interdit le mariage forcé, l'excision. Il a poussé pour que les femmes aillent à l'école, qu'elles travaillent, qu'elles aient des postes à responsabilité. Il y a eu des femmes ministres sous Sankara, c'est ça? Oui, et il les a même encouragées à rejoindre l'armée. C'était vraiment une volonté de mobiliser tout le monde, toutes les forces du pays. Et au-delà de ces aspects symboliques ou légaux, sur le terrain, concrètement, il y a eu des résultats? Parce que 4 ans, c'est court. C'est très court, mais les résultats ont été assez spectaculaires dans certains domaines. La santé, par exemple, une campagne de vaccination massive. On parle de plus de 2,5 millions d'enfants vaccinés contre la méningite, la fièvre jaune, la rougeole. Ah oui, énorme impact sanitaire. Énorme. Et puis, l'accent sur l'hygiène publique. En parallèle, l'agriculture. Objectif autosuffisance alimentaire. Ça passait par la redistribution des terres, la construction de petits barrages. La production a réellement augmenté. Et il n'y avait pas que ça, hein, il y avait aussi l'environnement, l'éducation. Oui, la fameuse campagne Un village, un bosquet. Des millions d'arbres plantés pour lutter contre l'avancée du désert. Et côté éducation, un effort massif sur l'alphabétisation, la construction d'écoles. Tout ça dans une logique d'autonomie, de produire et consommer local. Exactement. Il fallait porter le faso d'Onfani, le pagne tissé au Burkina, limiter les importations, surtout de luxe. D'ailleurs, petite anecdote, il était guitariste et utilisait parfois la musique pour faire passer ses messages. Cette volonté d'autonomie, on la retrouve aussi dans sa politique étrangère, très critique. Très critique, oui. Il refusait l'aide étrangère si elle était conditionnée et il n'existait pas à dénoncer publiquement le FMI, la Banque mondiale. Pour lui, c'était des instruments de néocolonialisme qui maintenaient la dépendance. Sa phrase sur la dette est restée célèbre. La dette ne peut être remboursée. Si nous la remboursons, nous allons mourir. Ça résume bien sa position radicale et sa volonté de rupture avec ce système. Une radicalité qui malheureusement s'est terminée de façon tragique. Le 15 octobre 1987, l'assassinat. Oui, un jour terrible. Il est en réunion au Conseil de l'Entente, un commando arrive, on dit qu'il est lié à Blaise Compaoré, Sankara et 12 de ses proches sont tués. Les récits disent qu'il se serait avancé en disant « Que voulez-vous? Me voici ». C'est glaçant. Absolument. Et l'enterrement, fait à la hâte, dans une tombe anonyme. Ça a ajouté au choc, à la brutalité de l'événement. Ça pose évidemment la question de la trahison de Compaoré, son frère d'armes, mais aussi des possibles ingérences étrangères.
Alors, la trahison de Compaoré, elle est maintenant avérée par la justice burkinabé, même s'il a été condamné par contumace. Il a pris le pouvoir juste après et a démantelé une bonne partie des politiques de Sankara. Et les influences extérieures? France, Côte d'Ivoire, CIA, on entend souvent ça. Oui, ces pistes sont souvent évoquées. La politique de Sankara dérangeait beaucoup de monde, c'est certain. Mais les preuves formelles d'une implication directe restent, disons, difficiles à établir de manière définitive. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu attendre très longtemps, 2022, pour qu'un procès ait enfin lieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Thomas Sankara? Quel est son héritage? Il reste un symbole extrêmement puissant, pas seulement au Burkina, mais dans toute l'Afrique et même au-delà. Le symbole de l'intégrité en politique, d'abord. Son mode de vie très simple y contribue, j'imagine. Énormément. Pas de compte en banque à l'étranger, pas de fortune personnelle, et se déplacer parfois à vélo, ça marque les esprits forcément. C'est aussi le symbole de la résistance anti-impérialiste, d'une fierté africaine retrouvée, d'une vision panafricaine. Et pour finir, peut-être une de ces citations qui donne à réfléchir. On peut tuer les révolutionnaires en tant qu'individus, mais on ne peut pas tuer les idées. C'est exactement ça. Et la question qui se pose finalement, c'est quelle est la pertinence de ces idées aujourd'hui sur l'autosuffisance, la souveraineté, la dette face aux défis actuels des pays notamment africains. Voilà, c'est peut-être là-dessus qu'on